cette conférence. Plus de 200 inscrits. Ah, la réunion est enregistrée. OK. Voilà, donc avec plus de 200 inscrits, sachant qu'elle pourra être retransmise sur YouTube, d'après ce que j'ai compris. Donc, pour ceux qui ne pourront pas y assister, voilà, elle sera de nouveau disponible. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Pierre, le sujet d'aujourd'hui, c'est les lannions blancs en France. Donc, en préambule, je souhaiterais dire que l'intégralité des éléments que je vais présenter ont été publiés pour partie ou seront publiés prochainement pour l'autre partie. Donc, il y avait un gros travail que nous avions réalisé en 2021 qui avait été publié dans un ALODA que je pourrais mettre à disposition si certains ne l'ont pas ou que ça intéresse, sur le statut de cette espèce suite à vraiment un changement de statut assez radical et très rapide. Et ce phénomène se poursuivant, on a décidé avec mon ami Lionel Manceau de réactualiser cet article et de traiter également certains aspects de son écologie qui permettent aussi en partie d'expliquer voilà, le succès démographique de cette espèce assez remarquable. Donc cet article-là sera publié dans ALODA en début d'année prochaine, dans le numéro 1 de 2024, d'après ce que j'ai compris. Alors, pour commencer par une présentation de l'espèce, les lagnons, comme vous le voyez, c'est une espèce plutôt de ce qu'on dirait dans le jargon de la politique internationale, le sud global, avec une répartition largement centrée sur l'Afrique subsaharienne et le sous-continent indien. Vous voyez que donc les populations européennes ne représentent qu'une infime partie de la population mondiale, hein, en tout cas en termes de répartition, mais ça doit être également vrai en termes de population. Donc on distingue 4 sous-espèces qui sont actuellement reconnues dans le Birds of the World. Celle qui concerne l'Europe, mais également toute l'Afrique, c'est la sous-espèce nominale, Ceruleus. Ensuite, vous avez la deuxième en importance, c'est Vociferus, qu'on va retrouver dans le sous-continent indien. Et déjà, une petite remarque, donc cette carte qui est la dernière carte à jour de Birds of the World, bon, elle n'est plus du tout à jour, non seulement parce que l'espèce a colonisé une partie de la France, mais il faut savoir que la sous-espèce Vociferus, en parallèle, a colonisé tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Donc, en fait, vous voyez la répartition là qui s'arrête au niveau de l'Inde. Vous imaginez qu'elle englobe aujourd'hui l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, la Turquie. Donc, voilà, donc une évolution extrêmement rapide à l'échelle mondiale de la répartition de cette espèce. Enfin, on a deux sous-espèces un peu plus anecdotiques qu'on va retrouver dans les îles du Pacifique. Alors, donc, il y a Hippolocos et Waiensis. Alors, je ne me rappelle plus exactement dans quelles îles. Ma géographie est limitée dans cette partie du monde, mais je crois qu'il y en a un, c'est la Nouvelle-Guinée, et puis l'autre, je ne me rappelle plus, les îles au-dessus de l'Australie. Donc, voilà un petit peu pour vous dresser le portrait de la répartition mondiale de l'espèce. Donc, on va commencer par faire une petite focale à l'échelle européenne. Quelque chose, voilà, c'est une aire de répartition qui va nous concerner directement. Donc, cette carte de distribution est celle extraite du dernier atlas des oiseaux nicheurs d'Europe, hein, le BBA2, porté et publié par le BCC, hein, le European Bird Census Council, donc qui est le dernier atlas européen en date qui est paru très récemment. Donc là, vous voyez que la répartition est déjà nettement plus à jour. Bon, pour la France, il s'agit des données de l'Atlas Nicheur de 2009-2012, moyennant quelques actualisations un petit peu plus récentes, si ma mémoire est bonne. Donc, vous voyez que la répartition, donc, c'est principalement la péninsule ibérique et le sud-ouest de la France dans cet atlas. Avec donc les mailles, c'est pas des mailles 10-10 hein, à l'échelle de l'Atlas européen comme pour la France, on est sur des mailles de 50 par 50. Donc en fait, chaque point que vous voyez, c'est un carré de 50 km par 50 km. Un autre élément intéressant à mentionner, c'est les éléments de densité. Donc on voit que l'essentiel des mailles dans la péninsule ibérique, donc de 50 par 50, concerne entre 1 et 100 couples, avec principalement des densités de 10 à 100 couples pour mailles de 50 par 50. Donc à l'époque, les effectifs pour la France en termes
de nombre de couples par mâle n'avait pas été, malheureusement, n'avait pas pu être enseigné. Alors, pareil, on continue dans un petit peu les éléments factuels et chiffrés de l'espèce à l'échelle mondiale ou européenne. Donc, en termes de population, les estimations qu'on a pour l'échelle de la population mondiale, c'est entre 1 et 10 millions de couples, enfin, non, pardon, d'individus. Donc, vous voyez que c'est une estimation très large et relativement imprécise, mais ça s'explique par la répartition largement étalée en Afrique et sous le continent indien où les comptages ne sont pas aussi précis qu'on pourrait les retrouver dans certaines autres parties du monde. À l'échelle de l'Europe, l'estimation de 2015 de BirdLife International donnait 1100 à 2600 couples. Cette estimation a été réactualisée dans la révision qu'en a fait BirdLife en 2021 avec une estimation un petit peu plus élevée de 1300 à 2900 couples. Et c'est à peu près la même estimation qu'on va retrouver auprès de l'IUCN en 2023 qui donne 2600 à 5700 individus matures cette fois-ci. Donc en fait, la différence entre les deux, c'est qu'ils ont juste multiplié par 2 le nombre de couples pour avoir le nombre d'individus. Ils sont pas ça résulte pas d'une réactualisation, les chiffres de l'IUCN. C'est les chiffres de BirdLife x2. Alors en ce qui concerne la France, on retracera un petit peu plus l'historique des effectifs, mais bon, pour donner quelques repères déjà, en 2014, on était entre 130 et 150 couples estimés. Donc, c'était les données retenues pour le rapportage de la directive oiseaux, pour la classe des ozonicheurs. Et ensuite, donc l'estimation a radicalement changé et ce n'est pas dû à une meilleure connaissance de l'espèce, mais véritablement à l'explosion démographique de celle-ci. Donc, on avait une estimation de 500 à 1000 couples en 2020, estimation qui a été publiée dans l'article de 2021 d'Aloda, comme je l'ai mentionné en préambule. Et donc là, plus tard, on va avoir un petit peu l'estimation proposée par Lionel Manceau et moi-même en 2023. En termes de tendance, ce que ça dit? Alors, à l'échelle européenne, on voit qu'on a, sur le long terme, on va faire une tendance long terme et une tendance court terme. Donc, les cartes de tendance que je vous montre là, c'est les cartes de BirdLife International. Donc, pour la France, c'est une nette augmentation. Donc là, il n'y a pas trop de secrets. Sur le long terme, ils indiquent également une augmentation en Espagne et une stabilité au Portugal. Maintenant, si on regarde la tendance à court terme, et là, c'est plus surprenant, j'ai été moi-même surpris. Donc, la tendance à court terme de la France, bon, logiquement, elle est à l'augmentation. Par contre, dans la péninsule ibérique, c'est nettement plus mitigé. On retrouve une stabilisation en Espagne, et cela a été mentionné dans les derniers chiffres de leur atlas mis à jour. Et encore plus surprenant, une diminution de l'effectif à court terme, donc au Portugal. Alors moi, je ne connais pas ce pays, j'y suis jamais allé, je ne saurais pas l'expliquer, donc peut-être dans les échanges, si des personnes sont allées au Portugal ou connaissent un petit peu les raisons potentielles du déclin de l'élagnon au Portugal, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, une fois ce tour d'horizon européen et mondial fait, donc on va regarder de plus précisément ce qui s'est passé en France. Alors, si on retrace un petit peu l'historique, la première tentative de reproduction, c'était au Pays Basque au début des années 80. Donc, c'est une tentative de reproduction qui a échoué, donc j'en fais pas référence là. Je commence le début de l'histoire entre l'élagnon et la France dans la décennie 90. Donc, durant cette décennie, on a le premier cas de reproduction de l'espèce dans les Pyrénées Atlantiques et les Landes en 1990. C'est l'implantation de l'espèce véritablement en France. 1990, on peut la dater très facilement. Ensuite, on a une population. Attendez, je vais faire. Tac, tac, tac. Voilà. On a une population du noyau pyrénéo-landais durant cette décennie qui reste à peu près, bon an, mal an, plus ou moins stable, avec une quinzaine de couples durant cette décennie.
Les années 90-2000 sont marquées également par 2 cas de reproduction sporadique de l'espèce dans des zones géographiques totalement éloignées de ce noyau basque, avec une reproduction dans l'Eure en 1993 qui n'a jamais donné de suite et une reproduction de la même manière dans le Gard en 1998 sans suite. Donc voilà, ça c'est un petit peu le paysage de l'élagnon blanc en France dans les années 90, à la fin du XXe siècle. Ensuite, on va assister à un premier tournant. Donc, ce premier tournant, ça va être la décennie des années 2000. Qu'est-ce qu'on constate durant cette période-là? On a une colonisation d'une grande partie de la région Midi-Pyrénées, avec des reproductions dans à peu près tous les départements. Donc, véritablement, un essor géographique, voilà, on peut le dater aussi, c'est le début du 21e siècle. On a en parallèle une augmentation du coup assez importante des effectifs dans le noyau originel, qui est le bassin de l'Adour, avec jusqu'à 47 couples en 2010. Donc, on a une augmentation progressive hein, de 15-20 couples au début des années 2000 jusqu'à une cinquantaine à la fin des années 2000 dans ce bastion originel. Ça, c'est le deuxième élément important à retenir. Et ensuite, on va retrouver, comme dans la décennie précédente, un cas de reproduction sporadique, là également encore totalement déconnecté de la population implantée dans le sud-ouest, avec une nidification sans suite dans le Rhône en 2005. Ensuite, on va passer à la décennie 2011-2019. Je n'ai pas mis 2020, j'ai mis 2019. Pour moi, c'est le second tournant et c'est véritablement là qu'on a un changement totalement radical du statut de l'espèce, avec, vous voyez, une colonisation vers le nord tout à fait spectaculaire. Donc, durant cette décennie qui est vraiment le tournant, hein, pour moi, c'est 2010-2011 où on a vraiment quelque chose qui se passe de manière assez significative. On a la colonisation, la conquête de l'intégralité du centre-ouest jusqu'au Pays de la Loire, hein, avec des nidifications dans la Sarthe, en Mayenne, en Pays de la Loire, Maine-et-Loire. On a en parallèle également une poursuite de la colonisation non plus vers le nord, mais vers le nord-est, à partir du noyau midi-pyrénéen. Et on a eu là, du coup, véritablement l'explosion démographique, ce qu'on avait dit hein, dans la diapo d'avant, on était de l'ordre de 130-150 couples en 2014. Et on atteint là, pour l'estimation de 2019-2020, comme je l'ai mentionné précédemment, une fourchette d'estimation entre 500 et 1000 couples. Et encore, on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire que dans chaque décennie, on va avoir un ou deux départements décorrélés de cette aire de répartition. On va avoir un couple qui va apparaître, qui va se reproduire et qui va disparaître. Donc ça a été le cas dans le Cher en 2016 avec une tentative infructueuse de reproduction. De mémoire, je crois que c'était un dérogement lié à des photographes. Et une reproduction, cette fois-ci, qui a réussi dans le Nord, dans le département du Nord. Donc, vous voyez, très au-delà des limites de sa distribution de ces années-là, en 2017. Enfin, le troisième tournant, on y est encore, à mon avis. Il n'est pas fini, mais bon, je ne peux pas devancer l'histoire. Donc, c'est la période 2020-2023 où déjà, on voit quelque chose d'assez spectaculaire, c'est-à-dire, pareil, la poussée qu'on a observée précédemment se poursuit hein, avec un rythme assez soutenu. Et ce qui est marrant, je me faisais la réflexion en regardant cette carte, c'est qu'on a cette colonisation se fait comme si on avait une diagonale nord-ouest-sud-est, en fait, quelque part. Donc, véritablement, une colonisation qui avance avec un axe orienté nord-est. Donc, lors de ces dernières années, hein, depuis 2020, on a une installation dans des régions. Alors, ce qu'on constate quand on regarde cette carte, dans les régions au climat semi-océanique et continental dégradé, d'une grande moitié ouest du pays, on a une intensification des populations locales sur le front de colonisation. Ça, c'est assez marqué, c'est-à-dire que les colonisations, vous n'allez pas avoir, par exemple, juste un couple qui va s'installer dans un département, ou alors si c'est le cas, il va le faire 1 année, 2 années, et tout d'un coup, vous avez une espèce de basculement où
de 1 ou 2 coups, vous avez passé à 10, 15, 20 en une année, et puis hop, c'est parti. C'est vraiment ce phénomène-là, on le retrouve dans à peu près tous les départements récemment colonisés au niveau du front de colonisation. On a, lors de ces dernières années également, une poussée vers l'Est avec les premières implantations en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la première nidification dans les Alpes d'Haute-Provence, si ma géographie est bonne. Alors au total, en cumulé, on recense en 2023 54 départements où l'élagnon blanc a déjà niché de manière ponctuelle, sporadique ou alors de manière régulière. Donc 54 départements, vous voyez qu'on a dépassé la moitié des départements français qui ont accueilli l'espèce en reproduction au moins une fois. Alors une carte, alors moi je suis un peu nostalgique des anciennes régions, je suis désolé, hein, je trouve que les nouvelles régions n'ont plus trop de cohérence géographique, écologique, parce que c'était une bêtise de plus de François Hollande, mais c'est pas grave. Donc les effectifs que vous avez, c'est des effectifs par ancienne région administrative. Donc ça signifie pas que tous les départements colorés ont accueilli de la reproduction, mais c'était pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la répartition des effectifs nicheurs au sein de la France. Donc on voit quand même que globalement, le sud-ouest, hein, ancienne Aquitaine et Midi-Pyrénées, concentrent quand même la grande majorité de la population nicheuse française. Secondairement, on va trouver ce complexe Poitou-Charentes, Pays de la Loire, avec également des effectifs qui deviennent aujourd'hui significatifs. Et ensuite, ailleurs, on est sur du relictuel, hein, des quelques couples, à quelques dizaines de couples, mais on n'est pas encore dans des gros noyaux de population qui restent quand même ce grand quart sud-ouest et ce centre-ouest. Donc au final, d'après nos estimations, parce que vous voyez que plus l'espèce progresse, s'implante dans de nouveaux départements et plus sa population augmente, plus des estimations précises deviennent de plus en plus compliquées. Mais quand même, bon an, mal an, on arrive à une estimation pour 2023 qu'on situe entre 700 et 1200 couples, avec peut-être un degré d'imprécision qui est supérieur à celui de l'estimation de 2020, à mon avis. Non. Parce qu'il y a des régions entières comme Midi-Pyrénées où les effectifs explosent radicalement. Là, ça devient pratiquement ingérable de fournir des estimations, en tout cas par des méthodes traditionnelles. Alors, une fois fait ce tour d'horizon de l'évolution de l'espèce en France, on va parler un petit peu de son écologie. Alors, je ne vais pas traiter tous les aspects liés à son écologie qu'on va retrouver dans l'article qui sera publié en 2024. J'ai choisi uniquement quelques paramètres, ceux qui me paraissaient un petit peu les plus intéressants et les plus pertinents à présenter ce soir. Donc, alors, l'habitat. En définition, l'habitat de l'espèce telle qu'on la retrouve dans Birds of the World, c'est les milieux ouverts avec des arbres dispersés et des lisières boisées dans les zones cultivées, la savane et le semi-désert. Déjà, rien que dans cette phrase, on peut en déduire que l'habitat, il est quand même très large à l'échelle mondiale et on va voir qu'il l'est aussi à l'échelle plus restreinte de la France. Alors, comment on peut qualifier cet habitat? Alors, c'est pas évident parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'habitats, mais finalement, on retrouve des paramètres communs. Alors, de manière générale, on l'a résumé comme étant l'habitat de l'élagnon blanc, il occupe un large éventail de milieux agricoles ouverts et semi-ouverts. Voilà, donc en fait, ça reprend la phrase de Birds of the World. Alors, pour être un peu plus précis par rapport au contexte français, on constate quand même que l'essentiel des couples vont se retrouver dans les zones de polyculture élevage, dans les zones un petit peu de culture extensive, hein, du bocage lâche. A priori, l'espèce n'aime pas quand on est dans du bocage avec des haies, avec un maillage de haies extrêmement serré. Donc, à mon avis, la Normandie n'est pas optimale pour cette espèce-là, même si on peut la trouver dans certains endroits. Donc voilà, bocage lâche ou bien du bocage dégradé. D'ailleurs, du bocage où en fait il reste des morceaux de bocage et puis le reste, voilà, les prairies ont été retournées pour faire de la culture. Ces zones de bocage où il peut s'installer peuvent être véritablement relictuelles. Je montrerai des exemples où en fait vous avez juste 2 parcelles de prairies, 3 haies et 10 vaches, et il peut s'installer et autour c'est le néant absolu, c'est de l'agriculture intensive.
Donc voilà, il peut vraiment être s'acclimater avec des habitats qui sont véritablement devenus relictuels par endroits. On va le retrouver dans les zones de marée avec la forte présence de prairies, notamment par exemple en Charente-Maritime ou en Vendée, on va le retrouver pas mal dans les marais poitevins, donc des marais dégradés ou plus ou moins préservés. Donc dans les prairies alluviales de fauche et de pâture, et plus rarement dans des zones de vignobles ou de cultures plus intensives. Alors, un des paramètres véritablement qui conditionnent l'installation et la reproduction de l'espèce, c'est la présence indispensable de surfaces en herbe, que ce soit des prairies, des jachères, des friches. Il est indispensable pour que l'espèce choisisse de s'installer et de se reproduire, qu'elle dispose d'habitats de chasse riches en micro-mammifères. Et voilà, ces habitats-là le sont. Donc, c'est vraiment une constante. À chaque fois qu'on a un couple qui s'installe quelque part, il y a des prairies, il y a des jachères dans un rayon, euh, dans un rayon immédiat. L'autre paramètre qui est important, c'est les éléments verticaux du paysage. Vous savez, tout ce qui est arbres, linéaire, rangées d'arbres, linéaires de haies, mais pas trop. C'est ça un petit peu la contrainte, c'est-à-dire qu'une étude espagnole a montré que les habitats optimaux de l'espèce, c'est ceux qui comprenaient en moyenne entre 2 et 20 arbres par hectare. Vous voyez, ça fait pas beaucoup. Alors, l'occasion d'avoir des conférences par visio, c'est qu'on peut mettre plein de photos. Donc, je me suis dit que le texte, c'est bien, mais l'illustrer, c'est encore mieux. Donc, j'ai fait une petite sélection de zones voilà, où il y a des couples d'élagnons qui nichent. Les photos ont principalement été prises dans le centre-ouest. Je suis désolé, j'ai pas fait l'effort de parcourir toute la France pour faire des photos d'un peu partout et les montrer. Mais qu'il y a quand même, comme je vous l'ai dit précédemment, on retrouve quand même des paramètres où, quelle que soit la région, on va retrouver un petit peu le même faciès paysager, à mon avis en tout cas. Donc ça, c'est un paysage typique, c'est en Deux-Sèvres, je crois. Donc voilà, vous avez au premier plan tout un ensemble de prairies. Vous avez à gauche un linéaire de haies arbustifs et puis à droite un autre linéaire de haies arbustifs et arborés. Et ce couple s'est installé donc dans la haie du fond à droite. Un autre exemple voilà, d'habitat, vous voyez que ça peut être dans des endroits qu'on considère comme banals, en tout cas quand on fait de l'ornitho. Ben voilà, je pense que pas grand monde se dirait bah tiens, je vais m'arrêter au bord de cette route là, devant ce champ, et puis scanner cette haie pour voir s'il n'y a pas un élagnon. En fait, c'est ce que j'ai fait, je l'ai découvert en faisant des prospections dans le sud de mon département il y a quelques semaines. Et en fait, la haie que vous voyez au fond du champ bah, accueille un couple d'élagnons, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose autour. Ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'il y a une ou deux parcelles de prairies qui persistent encore dans ce néant écologique. Et ça suffit en fait pour qu'un élagnon puisse s'installer. Autre exemple pour montrer que finalement les infrastructures humaines ont également peu d'incidence, j'en ai pas parlé précédemment, sur le choix de nidification de l'espèce. Là, on est au bord d'une route bien fréquentée. Donc, c'est l'ancienne Nationale 10, hein, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Montbazon, là où il y avait les fameux bouchons de Montbazon quand l'autoroute A10 n'existait pas. Et donc, on a cette cette nationale qui est tout près d'un couple qui s'est installé. Donc, vous voyez, au fond, en fait, on a un linéaire de chênes qui font à peu près une vingtaine de mètres de haut et qui séparent deux parcelles de prairies pâturées. Et donc, en fait, là, à ce niveau-là, vous avez un couple qui a choisi de s'installer et qui passe son temps à chasser uniquement dans les pâtures de ce secteur-là et au bord de la route. Encore un autre exemple. Donc là, en premier plan, vous avez un superbe champ de maïs et vous avez un petit cours d'eau avec une ancienne ripisylve, une ancienne peuplerée à moitié morte. Et donc, vous avez un couple d'élagnons, pareil, qui s'est installé dans cette peuplerée morte. Alors, pour l'anecdote, cette peuplerée relictuelle accueille une petite colonie de hérons cendrés. Et l'élagnon a failli se reproduire dans un nid de hérons cendrés après l'envol des jeunes. Finalement, il ne l'a pas fait, il a construit un nid, mais on aurait pu avoir un cas assez remarquable de nidification d'un élagnon dans un nid de hérons cendrés.
Donc voilà pour illustrer les habitats. Maintenant, je vais parler un petit peu plus précisément des arbres supports du nid. Et là aussi, on va voir qu'on est assez bluffé par la plasticité de l'espèce en termes d'écologie. C'est assez remarquable un petit peu ce qu'on peut découvrir en suivant et en recherchant cette espèce-là. Alors, parmi les paramètres concernant l'arbre porteur, donc comme on l'a vu un petit peu dans les illustrations précédentes, ça peut être un arbre isolé, tout seul, au milieu d'un espace ouvert. Ou alors, ça peut être un arbre dans un alignement d'arbres, par exemple, bah, voilà, un alignement de peupliers, un alignement de chênes. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Ou alors une haie arbustive ou arborée, mais toujours dans un espace dégagé. Alors ça aussi, c'est une constante, comme vous l'avez vu sur les photos précédentes. Le choix de localisation des nids, ben voilà, il y a quand même une vue entièrement dégagée à 360 degrés autour. Donc, comme on l'a dit, cette espèce se caractérise par un choix très plastique et opportuniste également de l'essence végétale. Ça, je ne l'ai pas dit. Donc, alors il y a peut-être d'autres arbres qui sont connus. Je les ai pas tous recensés, mais alors pour tout ce que j'ai pu compiler comme information, j'arrive à au moins 13 espèces végétales recensées qui accueillent des nidifications d'élagnons. Donc on va retrouver majoritairement des feuillus. Alors, les essences principales, c'est les seules que j'ai citées, c'est le chêne, le peuplier, le frêne, l'aubépine, le prunellier et l'orme champêtre. On va retrouver également, par exemple, des résineux. Je sais qu'en Aquitaine, l'essence préférentielle, c'est le pin maritime. Voilà. Et des espèces, des fois, bah, il y a par exemple le robinier faux acacia qui est cité. Vous avez des espèces comme ça, hein, le saule de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une très très grande variété d'essences qui sont utilisées pour construire le nid. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il n'y a aucune fidélité à une essence donnée, y compris pour des couples qui effectuent plusieurs reproductions par an. C'est-à-dire qu'il peut s'installer dans un chêne et 2 mois après construire un nid à 50 mètres de là bah, dans un peuplier. Il n'y a aucune règle en la matière. Alors la disposition du nid, là on va retrouver quand même une constante. C'est toujours dans le tiers supérieur du houppier ou bien dans la cime. Alors la hauteur du nid, là c'est véritablement bluffant. Donc vous voyez le niveau d'amplitude. Alors les nids sont construits entre 2 mètres et 40 mètres. Ça peut être dans un arbuste comme ça peut être au sommet d'un chêne d'une quarantaine de mètres. Donc là aussi, il n'y a pas de règle. En fait, on a l'impression que l'espèce choisit son territoire en fonction de la disponibilité alimentaire. Une fois qu'il a trouvé un endroit riche en micro-mammifères, il décide d'effectuer une reproduction. Et à ce moment-là, il va essayer de trouver l'arbre ou l'arbuste le plus près des zones de chasse. C'est véritablement ça. C'est comme si vous choisissiez voilà, de construire votre maison à l'endroit le plus près du Leclerc ou du Carrefour local. On a l'impression que c'est un petit peu ça la logique. Alors, parmi les éléments qu'on retrouve, c'est quand même une présence assez fréquente au niveau des arbres qui sont utilisés comme support du nid, la présence voilà, de lierre ou de gui, qui sont des éléments qui permettent, d'après voilà, ce qu'on constate, un camouflage plus efficace du nid. Alors, vous direz, ça, c'est quelque chose de constant, mais en fait, finalement, pas trop, puisqu'on a de plus en plus fréquemment, alors ça reste quand même des cas relativement isolés, mais des nidifications sur pylônes. Donc là, le coût du camouflage de nid n'existe plus. Et là encore, on voit l'adaptation de l'espèce à son environnement. Pareil, là, j'ai fait une petite sélection de photos pour vous illustrer mes propos. Alors ça, c'est un paysage un petit peu atypique, c'est pour ça que j'ai décidé de le montrer. Ça fait penser un petit peu au paysage qu'on peut voir en Espagne, hein, où les lagnons se reproduisent. Donc là, vous avez un fruitier, un vieux poirier sauvage, et le nid se trouve dans ce poirier sauvage qui a été laissé par l'agriculteur au plein milieu d'un champ de blé. Et la reproduction a eu lieu alors que les blés n'étaient pas récoltés, et s'est poursuivi lors de la récolte des blés. Et ça n'a pas entravé la reproduction. Il y a eu je crois de mémoire, 3 jeunes à l'envol sur ce nid-là, sachant que l'arbre a une vingtaine de mètres d'une route.
Là également, donc vous voyez que c'est véritablement surprenant et désarmant quand on recherche à prouver la reproduction de cette espèce. Là, je donne un exemple un peu plus classique. Donc, c'est à la frontière entre le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire et la Sarthe. Donc, on a un nid assez haut, à une quinzaine de mètres, assez classique, dans le houppier. Ah, il y a un enfant qui veut s'exprimer là. Ah. Là, vous avez un nid beaucoup plus bas, je crois que c'était dans un orme, hein. Donc, il est à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Donc, voilà, vous le devinez au niveau du cercle rouge. Donc, voilà, un nid relativement bien camouflé, hein, dans la haie d'un paysage que je vous ai montré tout à l'heure. Puis alors là, pour le plus bluffant, en tout cas de ce qui m'a donné de voir, vous avez un nid dans une aubépine. Donc l'aubépine fait 2 mètres de haut, donc le nid il est à hauteur de votre tête, dans un paysage. Donc là, on est dans la ZPS de Champagne-Tourangelle. Et donc là, vous voyez également, de loin, en fait, ça fait beaucoup penser à un nid de corvidé. On se dit c'est un nid de corneille, en fait, c'est un élément qui se reproduit dedans. C'est assez surprenant. Donc, parmi les autres paramètres pour lesquels je ne vais pas rentrer en détail, mais que vous retrouverez plein d'éléments dans l'article, on va citer le domaine vital très peu étendu chez cette espèce. Quelques centaines d'hectares, hein. Donc c'est vraiment très peu, jusqu'à 2000 hectares pour les plus étendus, d'après les études locales qui ont été réalisées. D'après les constatations qu'on a fait avec Lionel sur les sites qu'on suit, on est effectivement toujours de l'ordre, pour les plus petits, quelques dizaines d'hectares, et pour les plus gros, oui, 300, 400, 500 hectares, quoi, mais pas plus. Ce qui fait que c'est relativement difficile à trouver finalement, parce que vous voyez que la possibilité d'installation dans des habitats propices est très vaste et que les territoires sont très petits. Donc en fait, si vous tombez pas dessus avec une recherche systématique, on peut vraiment passer complètement au travers, hein. Donc les zones des chasses, ça rejoint l'élément précédent. Donc les zones de chasse se situent généralement dans un rayon de 1 km. Au plus loin, c'est 2,5 km d'après une étude, je crois, réalisée dans le Maine-et-Loire. Les densités, là aussi, c'est quelque chose de très surprenant, peuvent être remarquablement élevées. Alors, les éléments qu'on donne, c'est surtout le gros noyau de population du sud-ouest, hein, de Midi-Pyrénées. On ne retrouve pas ça ailleurs encore, hein. Peut-être localement et ponctuellement en Poitou-Charentes, mais sinon, on n'est pas encore sur ces densités-là ailleurs. Donc, avec des estimations toutes récentes, jusqu'à 11 couples sur un carré de 5 km par 5. Enfin, c'est à proprement énorme en termes de densité. Et c'est bien supérieur aux densités maximales qu'on retrouve en Espagne. En Espagne, les densités maximales, on est de l'ordre de 5-6 pour 25 km². Alors, une particularité de cette espèce, c'est que c'est le seul rapace à effectuer plusieurs nichés par an. Donc, c'est 4 à 5 en Israël. Je ne pense pas qu'on atteigne ce niveau-là, ou alors qu'exceptionnellement en France, on est plutôt dans l'ordre de 2 à 3 nichés par an, ce qui nous concerne. Et chaque niché produit entre 1 et 5 jeunes. Alors, le régime alimentaire, là, s'il y a un élément d'écologie où il n'y a aucune surprise, vous pouvez prendre toutes les études publiées n'importe où dans le monde sur le régime alimentaire de l'élagnon blanc. On retrouve exactement la même constante, c'est du micro-mammifère à l'écrasante majorité. Donc en France, on est sur le campagnol des champs dans plus de 90% des proies. On a la proportion de petits oiseaux qui sont consommés est très faible, mais celle-ci, la part des oiseaux capturés est un peu plus élevée en période hivernale. Et on mentionne quelques rares cas de prédation sur la taupe d'Europe et le rat sur mulot. Donc des proies quand même un peu plus conséquentes en taille. Alors une dernière particularité, c'est la constitution chez cette espèce de dortoirs hivernaux. Donc on est sur l'ordre de quelques dizaines d'individus en moyenne. On a noté jusqu'à une soixantaine en Haute-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques. Sachant que, comme je le mentionne, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'individus, comme par exemple au Sénégal, avec des groupes de 500 à 600 individus en dortoir. Donc voilà, c'est un élément qui peut être intéressant à rechercher, et également éventuellement peut-être poursuivre un petit peu l'évolution de l'espèce, le dénombrement des dortoirs hivernaux, comme ça peut se faire chez le Milan royal.
Alors maintenant, comment expliquer tout ça? Alors, c'est très compliqué. On ne dit pas que ce qu'on va affirmer là, c'est une certitude. Je pense qu'il n'y a que des hypothèses hein, pour l'instant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y a la stratégie de dispersion chez cette espèce. C'est une espèce nomade, une espèce erratique avec des jeunes peu philopatriques. Donc, on n'a pas véritablement de lien de l'espèce à son territoire et donc des facilités de colonisation plus grandes. Ce qu'ont montré les Espagnols avec un programme de bagages, c'est que l'espèce a tendance à se disperser vers le nord, ce qui pourrait expliquer la colonisation de la péninsule ibérique depuis l'Afrique et ensuite de la France vers la péninsule ibérique. Alors, un petit bémol, c'est vous avez vu la carte, une des premières cartes sur la répartition mondiale de l'espèce, où je vous montrais que la sous-espèce Vociferus avait colonisé depuis le sous-continent indien tout le Moyen et Proche-Orient. Donc là, c'est pas une dispersion vers le nord, mais une dispersion vers l'ouest, qui a entraîné une nouvelle colonisation. Donc peut-être qu'il y a vraiment c'est peut-être une particularité de cette population européenne de disperser vers le nord, mais en tout cas, c'est difficile d'en faire une généralité à l'échelle de l'espèce au niveau planétaire. Alors, pareil, les publications espagnoles hein, montrent que la distance moyenne de dispersion des adultes entre deux reproductions est en moyenne 85 km, mais ça peut aller beaucoup plus loin chez certains individus, hein, jusqu'à 100-200 km. Là aussi, ça peut expliquer les apparitions de couples ponctuels très loin des aires de reproduction connues. Alors, pour la distance de dispersion des juvéniles, cette fois-ci, toujours selon une récente étude espagnole, ils ont montré que la dispersion chez les juvéniles équivaut en moyenne à 15 territoires pour les femelles et à 9 pour les mâles. Donc avec une dispersion plus élevée chez les femelles que chez les mâles, mais ça c'est un truc qu'on retrouve classiquement dans plusieurs espèces. Je crois que c'est le cas par exemple pour la pygriège grise ou méridionale de mémoire. Donc alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette dispersion des juvéniles? C'est que c'est l'un des principaux facteurs qui entraîne cette dispersion des juvéniles. Par contre, celui-là, il est prouvé, c'est la concurrence interspécifique pour les ressources trophiques. Ce qu'ont constaté les Espagnols, c'est que les jeunes nés des premières nichées et qui se trouvent dans des territoires très riches en micro-mammifères ont tendance à disperser moins loin que des jeunes nés des reproductions des deuxième ou troisième nichées et qui sont nés dans des territoires à faible disponibilité alimentaire. Alors, parmi les autres paramètres écologiques et contextuels qu'on peut mentionner, c'est la modification des habitats et des cultures agricoles. Alors ça, c'est le principal argument qui explique la colonisation de l'Espagne depuis l'Afrique. Mais comme vous le voyez, pour la France, c'est difficilement soutenable cette explication, puisque l'explosion de la population depuis 20 ans n'est pas liée à une transformation radicale des paysages français. Il y a peut-être eu une intensification de la maïsiculture dans le sud-ouest pour expliquer un petit peu son implantation, mais bon, ça date déjà d'il y a plusieurs décennies, et là, le phénomène auquel on assiste aujourd'hui ne peut pas être expliqué par une modification des habitats. Deuxième élément avancé, c'est le changement climatique. Alors, j'ai eu du mal à trouver une carte de France des températures moyennes annuelles. Alors, j'en ai trouvé deux anciennes, une des années 50, 80, je crois, si j'arrive à lire, et puis une, en tout cas, des années 80 à 2010. Et à côté de ça, je vous ai mis la carte de répartition de l'espèce autour de 2010-2015. Ce qui est marrant un petit peu, c'est on voit quand même une certaine cohérence entre la répartition de l'espèce en 2010 et la carte précédente des températures moyennes entre 80 et 2010, avec un petit peu une répartition qui correspond à une température moyenne départementale supérieure à 12-13 degrés. Ensuite, l'autre facteur qui permet d'expliquer un petit peu cette dynamique, c'est la productivité et la fréquence de reproduction. Comme on a dit, c'est une espèce très productive, déjà qui effectue plusieurs nichées par an. Donc, il peut faire jusqu'à 5 jeunes à l'envol. Donc, vous imaginez sur une moyenne de 2-3 nichées par an, c'est la production de 10-15 jeunes par an, par couple.
Donc, si le taux de survie des juvéniles qu'on ne connaît pas est élevé, ben, effectivement, ça peut aboutir à une colonisation très rapide et une explosion démographique. Alors, est-ce que peut-être que cette facilité à réaliser plusieurs nichés par an est accrue par justement le changement climatique. Donc, je pense qu'il y a peut-être des effets croisés dans tous ces phénomènes. Enfin, un autre argument qui est avancé pour expliquer un petit peu la réussite, le succès démographique de l'espèce, c'est sa plasticité écologique. Parce que, comme on l'a vu, hein, ces installations sont opportunistes. Elle peut s'installer dans des habitats extrêmement éclectiques, a une très grande facilité à réaliser des nidifications dans des endroits parfois un peu improbables, sous réserve que la disponibilité alimentaire soit présente. Alors, une petite remarque en passant, c'est un excellent chasseur. Hein. En général, il fait mouche 9 fois sur 10 pour les observations, en tout cas, qu'on réalise sur cette espèce. Alors maintenant, dans les perspectives, alors on a des interrogations. Hein. La colonisation de la France, alors jusqu'où et jusqu'à quand? C'est une réelle question. Quand on voit les cartes présentées précédemment, on a l'impression que c'est évident, mais je pense que c'est peut-être pas si évident que ça sur les années à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur les paramètres écologiques, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont restés stables dans le temps et dans l'espace. Que ce soit en Aquitaine dans les années 90, ou alors dans le reste de Midi-Pyrénées dans les années 2000, en Poitou-Charentes dans les années 2010, ou ailleurs en France dans les années 2020, on retrouve les mêmes paramètres écologiques, ils n'ont pas varié. Donc voilà, ça c'est plutôt quelque chose de favorable, puisqu'on voit que dans la moitié est de la France, ces habitats existent, la disponibilité alimentaire dans ces milieux-là existe, donc il n'y a pas de raison qui, d'un point de vue habitat, ça soit un facteur limitant. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, a priori, voilà, des zones de bocage dégradé, de zones de culture plus ou moins extensives, on en retrouve encore bien dans le Grand Est, en Bourgogne. Donc, il n'y a pas de raison que l'espèce ne puisse pas s'installer dans ces milieux-là à court ou moyen terme. Ce qu'on constate aussi qui va en faveur de l'élagnon blanc, c'est la compétition interspécifique qui peut pas être un facteur limitant, puisque quand on compare les succès de chasse du faucon cresserelle et de l'élagnon, il n'y a pas photo. Hein, ils sont nettement en faveur de l'élagnon. Donc, si jamais il devait y avoir une compétition interspécifique dans certains territoires, je pense que ce serait plutôt l'élagnon qui dégagerait le faucon cresserelle que l'inverse. Alors, est-ce qu'il y aura un facteur limitant? Alors, on en perçoit peut-être un, il serait à vérifier. C'est qu'on a constaté en Pays de la Loire et en Poitou-Charentes que suite à des périodes froides au cours de l'hiver, ben, on avait assisté à une désertion quasi complète des couples sans retour obligatoire l'année d'après. Et donc, on se demande, dans un contexte où on n'est plus dans des climats océaniques ou continentaux dégradés, où on a quand même des hivers assez doux et de plus en plus doux, est-ce que dans la moitié est de la France, où on a quand même une rigueur hivernale qui est de moins en moins présente, mais qui est présente quand même, est-ce que ça ne peut pas être un facteur limitant par rapport à l'expansion géographique de l'espèce? Donc ça vous donne deux hypothèses. L'hypothèse 1, c'est la poursuite de la colonisation avec le même rythme soutenu de la moitié est de la France. Et la deuxième hypothèse, ce serait une stabilisation qui serait non encore définitive de la distribution, avec une densification des noyaux de population et des nidifications sporadiques ailleurs. Voilà, donc moi je penche pas pour l'une ou l'autre des hypothèses. J'attends de voir ce que l'avenir va nous réserver. Alors un dernier élément que je souhaiterais mentionner. Donc je suis au-delà d'être membre, voilà, administrateur de la SOF, je suis aussi vice-président d'une petite association en Touraine, qui est l'association Codalis. Et on a monté un programme là qui est en cours de rédaction et qu'on soumettra bientôt au Muséum d'histoire naturelle et au CRBPO pour réaliser un programme d'installation de balises GPS sur une vingtaine de jeunes élagnons nés en région centre, et afin d'étudier la stratégie de dispersion et de colonisation de l'espèce par les juvéniles, sachant que l'espèce peut se reproduire à partir de 6 mois à 1 an.
au niveau du front de colonisation, essayer de mieux comprendre un petit peu quelle est la stratégie globale de colonisation de l'espèce dans notre pays. Et sur ce, je crois que c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Eh bien, merci Nidal pour ton intervention. Et si on était dans une salle avec toi, on aurait pu t'applaudir parce que c'était vraiment très intéressant. Alors, tu n'as sans doute pas vu les questions qui étaient posées. Je vais pouvoir en poser quelques-unes peut-être avant de passer la parole à la salle. Euh, alors, ceux qui voudront intervenir, réactivez votre micro, essayez de lever le doigt, je ne sais pas, ou prenez, on verra. Je vais essayer de voir, j'essaierai de vous voir. Alors, il y avait une question, Nidal, quand tu as montré la